Place à notre invité politique à présent. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Vous êtes vice-président du Rassemblement national, député du Nord et également de l'Assemblée nationale. Les frappes israéliennes sur Rafah, pour commencer, au moins 45 morts, on parle de 250 blessés et des frappes qui malgré tout se poursuivent encore hier soir et ce matin. Faut-il commencer à condamner plus fermement, selon vous, l'armée israélienne, à sanctionner peut-être cette action ? D'abord, moi, je veux m'incliner devant les victimes civiles de ce que Netanyahou a appelé un accident. Simplement, aujourd'hui... Ces mots vous choquent, justement, d'accident ? C'est en tous les cas comme ça qu'il le présente, mais il y a une enquête en fait de l'ONU qui va être diligentée, donc restons prudents. Moi je pense qu'on a déjà vu dans ce conflit évidemment un certain nombre de moments où on affirmait des choses, puis derrière on a vu que les enquêtes, je pense à l'hôpital de Gaza, les enquêtes venaient atténuer, démentir ou donner une autre vérité. Donc restons prudents, c'est d'ailleurs probablement la première chose à faire, restez prudents. Il ne faut pas oublier non plus que le Hamas joue beaucoup la provocation. Je veux dire, ils avaient tiré 8 roquettes la veille sur Israël, donc évidemment... Sans faire de victimes. Sans faire de victimes, certes, mais ils se cachent derrière les populations civiles, bien souvent. Donc on voit bien qu'on a face à nous une organisation terroriste avec laquelle il n'est pas possible de discuter. Quand j'entends il faudrait un cessez-le-feu, c'est entre des armées régulières. Le Hamas n'est pas une armée régulière. Ce que vous dites déjà, c'est que lancer de la part du Hamas, bien sûr, une série de roquettes depuis Rafah, qu'ensuite il y ait des répercussions, c'est-à-dire une série là aussi de frappes sur Rafah en réponse, c'est une manière pour le Hamas de manipuler un peu l'opinion pour faire en sorte qu'il y ait bien sûr, ce sont des provocations qui visent Israël à réagir et peut-être parfois à surréagir, mais en tous les cas ce sont des provocations. Le Hamas évidemment n'est pas une armée avec laquelle on peut faire un cessez-le-feu, c'est une organisation terroriste et puis surtout, avant de parler de tout ça, il y a un préalable. C'est la libération des otages. Je veux dire, on ne peut pas considérer que les gens se mettront un jour autour de la table à partir du moment où il y aura encore des otages retenus par cette organisation terroriste. Oui, mais sur la question des civils, est-ce qu'il ne faut pas commencer aussi à mettre un peu davantage la pression sur Israël ? On essaye déjà de le faire ça et là, c'est-à-dire que la France commence à dire qu'il faut un cessez-le-feu, commence à exiger justement l'arrêt de ces massacres de civils. Est-ce qu'il faut que la position bouge de manière plus unanime ? Non, la pression, elle est à mettre sur la libération des otages. À partir du moment où il y a des otages, il n'est pas possible de discuter avec une organisation terroriste. D'ailleurs, discuter avec une organisation terroriste n'est pas non plus raisonnable. On ne discute pas avec des terroristes. On ne discute pas avec des gens qui utilisent de tels moyens pour essayer de faire plier. Quand j'entends des gens qui disent « Ah, mais aujourd'hui, il faut reconnaître la Palestine ». Enfin, et puis quoi encore ? Ça veut dire qu'en fait, le fait d'avoir massacré, d'avoir fait le plus grand pogrom... Ça rendrait service au Hamas, selon vous ? Mais évidemment, ça lui donne raison. Ça veut dire que lui qui a utilisé la force, lui qui a massacré des civils, des jeunes à une fête, eh bien finalement verrait une de ses revendications reconnues. Donc évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut traiter le sujet. Moi, je regrette aussi, c'est l'importation de ce conflit sur notre territoire, manipulé et utilisé à des fins électoralistes par la France insoumise, la France intifada, en fait, qui cherche à satisfaire une clientèle électorale et non pas à apaiser les choses. On a besoin de recul, on a besoin de prudence dans ce dossier-là, et on n'a pas besoin d'emballement, et puis surtout, on a besoin de réaffirmer que Israël est une démocratie qui lutte contre des terroristes qui sont venus tuer les siens. Vous parlez de France intifada, vous pensez que c'est vraiment un sentiment qu'on a aujourd'hui sur le territoire français ? Concernant la France insoumise, moi j'appelle ça la France intifada. Effectivement, ils jettent de l'huile sur le feu, ils appellent au soulèvement. Madame Hassan, qui est candidate sur la liste Mélenchon, elle appelle au soulèvement dans les facs. C'est-à-dire qu'en fait, ils appellent à rendre la situation encore plus intenable, à pousser les gens, notamment ici en France, à s'opposer les uns et les autres sur ce conflit. Je pense qu'on a besoin, encore une fois, d'apaisement. On a besoin de regarder les choses avec beaucoup de distance, mais surtout à garder en tête que Israël a été attaqué par une force terroriste que nous condamnons, qu'avec Marine Le Pen nous avons condamné immédiatement, mais que des organisations comme la France Insoumise n'ont jamais reconnu, comme n'ont jamais voulu qualifier de terroristes. Sébastien Chenu, parlons de politique stricto sensu. Est-ce que vous êtes en faveur d'un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Ça a beaucoup été dit, évoqué ces derniers jours. Oui, alors on voit bien qu'Emmanuel Macron supplie maintenant Marine Le Pen, quand il ne la siffle pas d'ailleurs, de faire un débat, parce qu'il faut sauver Valérie Hayé. On voit bien que la candidate, on l'a encore vu hier soir sur une chaîne concurrente, la candidate macroniste, dès qu'elle ouvre la bouche, elle perd des points. Donc ils ont tenté le coup avec Gabriel Attal, ça n'a pas marché. Visiblement les Français dans les sondages considèrent que Jordan Bardella a remporté le match, le débat vis-à-vis de Gabriel Attal. Et donc maintenant Emmanuel Macron, qui sort totalement de son rôle de président
président au-dessus des partis. Je rappelle que dans notre Constitution, on est le président de tous les Français, on est au-dessus des partis, et que là, il rentre dans une élection européenne comme un militant politique. Mais ça veut dire que lui part du principe que, systématiquement, si un tel débat devait avoir lieu, il en sortirait vainqueur. Ah ben, il part de ce principe, enfin c'était aussi le principe sur lequel Gabriel Attal devait être vainqueur, le principe selon lequel Valérie Hayé, on allait voir ce qu'on allait voir, c'était une candidate qui connaissait tous ses dossiers, résultat elle nage complètement dès qu'elle est devant un micro. Pourquoi ne pas accepter à ce moment-là ? Marine Le Pen a dit qu'elle acceptait s'il y avait un enjeu. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron, qui s'engagerait comme militant politique dans un débat face à Marine Le Pen, perdait cette élection européenne, si sa liste était devancée par celle du Rassemblement national, eh bien il fallait en tirer les conséquences. Parce que s'il n'y a pas d'enjeu, c'est trop facile. Et si Emmanuel Macron ne le souhaite pas, c'est-à-dire une dissolution ou une démission, alors ce débat peut attendre la rentrée, puisqu'il y a encore 3 ans à subir Emmanuel Macron. Et Marine Le Pen a dit qu'elle était tout à fait disposée. Je pense qu'on peut imaginer aussi d'autres débats à partir de la rentrée pour savoir ce qu'Emmanuel Macron compte faire dans les 3 ans qui viennent, parce que les mauvaises surprises vont arriver après les élections européennes. On le voit sur la réforme du chômage, en tous les cas des indemnisations des chômeurs, et Marine Le Pen compte bien lui demander ce qu'il compte faire aux Français, les mauvaises surprises qu'il réserve aux Français. Donc à aucun moment, comme ça a été dit dans certains articles de presse, Marine Le Pen a peur d'Emmanuel Macron. Vous savez, nous, on n'a pas peur du débat. Tous nos candidats vont débattre. On ne doute pas d'ailleurs de notre candidat aux élections européennes. Nous, on ne doute pas de Jordan Bardella. Il est candidat, c'est le président de notre parti. Évidemment, les macronistes doutent de leur candidate. Donc, ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella n'ont peur. Mais encore faut-il que ce ne soit pas d'ailleurs le pouvoir qui fixe les règles. On n'est pas là pour obéir au coup de sifflet du pouvoir parce qu'ils sont dans une situation assez désespérée. Vous mentionniez Jordan Bardella qui, selon notre dernier sondage IFOP fiducial pour LCI, arrive à 33% et demi des intentions de vote pour les européennes dans quelques jours maintenant. Il semble inarrêtable. Qu'est-ce que c'est le RN aujourd'hui sans Jordan Bardella ? Est-ce que c'est un RN qui est affaibli ? Est-ce que Jordan Bardella porte à lui tout seul le RN ? Non, Jordan Bardella est le président d'un mouvement politique, le premier mouvement politique d'opposition, la première opposition. Les Républicains ne peuvent pas se considérer comme étant des opposants. On le verra lors de la motion de censure. Mais tout se fait par lui, les européennes, la popularité, il est président les plateaux de télé. Il est président du parti, il est candidat aux européennes. Il est normal qu'il soit là. Et en plus, je crois qu'il a apporté quelque chose au mouvement. Il a élargi notre socle électoral, il a apporté quelque chose de différent. Et pendant des années, on nous a beaucoup fait le reproche de dire on ne voit que Marine Le Pen au Rassemblement national. On a entendu ça pendant des années. Aujourd'hui, vous avez Jordan Bardella. On ne voit que Jordan Bardella aujourd'hui. Non, mais on voit Marine Le Pen, on voit Jordan. La preuve, on réclame Marine Le Pen même pour faire des débats. Il y a Jordan Bardella, et puis vous avez, parce que vous les recevez d'ailleurs, beaucoup d'autres figures du Rassemblement national qui viennent s'exprimer. On est un parti politique qui se prépare à redresser le pays si les Français nous font confiance. Justement, ce soir, il y a bien sûr à 20h sur LCI l'émission Vous avez 15 minutes où les candidats, 8 candidats vont justement débattre de leur vision européenne. C'est quoi la vision de Jordan Bardella ? Comment il compte faire la différence et espérer encore mobiliser peut-être davantage, ou est-ce qu'on estime que c'est assez et qu'on peut dire absolument ce qu'on veut sur l'Europe à partir de maintenant ? Non, je crois que l'important c'est de mobiliser les Français. Il y a beaucoup d'abstention traditionnellement à cette élection européenne, donc c'est d'expliquer les visions qui sont les nôtres. Il y a une vision macroniste, je pense qu'on l'entend, on l'a entendu hier dans le discours du président de la République, qui est fanatiquement européiste, c'est-à-dire qui est pour des accords de libre-échange, qui voit l'immigration comme un projet là où nous la voyons comme un problème, qui considère qu'il faut élargir, qui considère qu'il faut un impôt européen. Eh bien nous considérons que l'Europe doit être au service des nations. C'est-à-dire que l'Europe ne doit pas venir empiéter sur ce que la France peut faire, doit faire, veut faire au bénéfice des Français, mais doit être à son service. Ce n'est pas le cas actuellement. Nous, on considère qu'effectivement, il faut redistribuer, rebattre les cartes, redistribuer les règles du jeu sur, je le disais, les accords de libre-échange, le pacte des migrations. Nous, on considère qu'on n'a pas à accueillir et répartir les migrants dans l'ensemble du territoire. On doit s'opposer à ce projet migratoire. Donc, effectivement, on a des visions qui sont totalement antagonistes de celles d'Emmanuel Macron, mais qui semblent être soutenues je crois, par aujourd'hui de très nombreux Français. Emmanuel Macron qui hier en Allemagne a parlé de vent mauvais concernant la montée des partis d'extrême droite. Vous vous sentez visé évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme vent mauvais ? Extrême. Non mais parce que si on n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron, on est d'extrême droite. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Votre parti, le RN, est un parti d'extrême droite. Ah bon, en quoi ? En quoi ? Qu'est-ce qui définit le fait qu'on soit d'extrême droite ? Je vous le demande. Ah non, vous l'affirmez.
Qu'est-ce qui définit qu'un parti, que votre parti n'est pas d'extrême droite? En quoi vous pouvez me dire que je suis d'extrême droite? Je vous invite à aller regarder sur à peu près toutes les définitions de RN aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un parti d'extrême droite. Donc expliquez-moi pourquoi vous en êtes pas. Il y a pas de... Quelle est la définition de l'extrême droite, monsieur? Puisque vous affirmez que l'extrême droite. Mais vous dites-moi. Non, mais moi je vous dis, nous ne sommes pas d'extrême droite. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas d'extrême droite? Nous sommes un parti patriote. Nous sommes un parti souverainiste qui considère que les intérêts de la France doivent être défendus avant quiconque, avant autre chose. Mais c'est pas être un parti d'extrême droite que de dire ça. L'extrême droite, vous savez, si vous connaissez l'histoire, conteste les institutions, c'est pas du tout notre cas, fait appel à une certaine forme de violence, c'est pas du tout notre cas. Donc, si vous voulez, nous défendons l'intérêt des Français avant toute chose. Mais si on n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron, on est immédiatement classé comme étant l'extrême droite. Ça fait du monde quand même qui devient d'extrême droite dans notre pays. Donc, je pense que cette caricature, et vous allez même jusqu'à Donald Tusk, voyez-vous, Premier ministre polonais, présenté comme le rempart, comme l'extrême droite, qui dit aujourd'hui, je ne compte pas accueillir un migrant et je ne compte pas payer une seule amende pour accueillir un migrant. Il est devenu d'extrême droite, Donald Tusk, ou Madame Bréjon, députée Renaissance, qui dit qu'effectivement l'immigration a un lien avec la délinquance, elle est aussi devenue d'extrême droite. Tout ça ne tient pas debout. En réalité, il y a deux projets qui se font face à face. Notre projet patriote de défense des intérêts des Français, puis un projet libéral de soumission à l'Europe, de déconstruction et d'effacement aussi de la France que défend Emmanuel Macron. Merci beaucoup Sébastien Chenu, votre voix est entendue.